Placer son argent à un endroit A n'est pas plus difficile que de le placer à un endroit B, car en 2023 et dans les deux cas, quelques clics suffiront. Mais pourtant, la différence in fine entre les deux peut être absolument abyssale. Imaginons que Paul investit 200 € par mois de façon un peu négligée, sur un PEL ou un livret par exemple, qu'on va imaginer à un taux de 2% et sur 30 ans. Et Pierre, qui investit la même somme dans des ETF fiables en bourse à travers un PEA à un taux historique de 10%. Ces deux personnes auront investi un total de 72 000 € sur ces 30 années. Paul se retrouvera avec 98 545 €, mais Pierre se retrouvera quant à lui avec 452 097 €, ou plus exactement 386 721 € net d'impôts. Du simple au quadruple donc. Tout ça parce que Pierre a cliqué au bon endroit. Mais ce n'est pas tout. Imaginons maintenant qu'ils veulent vivre de leur épargne. Et après 30 années d'investissement, on ne leur en voudra pas. En partant du principe qu'ils ne peuvent utiliser que les intérêts qu'ils produisent chaque année pour ne pas épuiser leur compte, eh bien Pierre aura accès à 38 672 € net d'impôts, alors que Paul ne pourra utiliser que 1 970 €, soit 20 fois moins de pouvoir d'achat chaque année. Oui, oui, 20. Ce scénario n'a vraiment rien d'extraordinaire, surtout en France où la croyance populaire nous dit que la bourse est très compliquée et peu fiable, alors que c'est en réalité un formidable outil pour faire croître passivement votre épargne. Je vous propose de découvrir ensemble 5 erreurs que les Français ont tendance à faire avec leur épargne. Erreur numéro 1, ouvrir un livret A à la naissance. Vous êtes futur parent ou futur grand-parent et souhaitez placer quelques liquidités tous les mois sur un compte qui servira à l'enfant que vous attendez, peut-être pour payer ses études ou sa première voiture. Et c'est une initiative très noble de votre part, d'autant plus quand on pense au fait que le futur enfant aura toute la vie devant lui pour faire marcher les intérêts composés. Mais si on repense au petit exemple que je viens de vous donner au début de la vidéo, il devient assez aisé de comprendre pourquoi investir sur un livret A dans un tel scénario est finalement une véritable aberration financière. Car après 18 ans, avec un apport de 100 € par mois, l'enfant se retrouvera soit avec 25 974 € à 2% d'intérêt, soit avec 60 056 € à 10%. Et la différence se creusera largement plus au fur et à mesure des années s'il décide de ne pas tout utiliser d'un coup à ses 18 ans. L'écart ne semble même pas forcément si gros que ça, mais il l'est. Car si on imagine qu'il achète une voiture avec la totalité des 26 000 €, eh bien il possédera toujours 34 000 € si vous avez placé l'argent au bon endroit. Et en 30 ans, et sans plus aucun apport de votre part, cette somme à elle seule deviendrait 640 471 €. Bon, je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est pour que vous compreniez bien que nous ne sommes pas en train de chipoter pour quelques centaines d'euros, mais pour quelque chose de bien plus conséquent que ça. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que presque tout le monde fait ça? Eh bien parce que c'est une solution extrêmement simple et rassurante, et parce qu'il était plus difficile à l'époque d'apprendre à placer son argent que maintenant. Ce n'est finalement qu'une tradition qui commence à se perdre au fur et à mesure que l'éducation financière devient plus accessible. Car un livret A n'offre que deux avantages. Il est parfaitement sécurisé et vous pouvez retirer dedans d'une seconde à l'autre. Mais c'est tout. Le rôle d'un tel placement sera principalement d'accueillir votre épargne de précaution pour vous permettre de construire un vrai patrimoine et de le laisser fructifier sur des placements plus intéressants mais un peu moins liquides. Mais du coup, que faut-il faire plutôt que d'ouvrir un livret A à la naissance? Eh bien, ouvrir une assurance vie à la naissance. La bourse est tout indiquée pour quelqu'un ayant autant de temps devant lui, car les fluctuations du marché seront absorbées par les années. Il n'est pas possible d'ouvrir un PEA pour un mineur, mais une assurance vie, oui. Et sur cette assurance vie, vous voudrez soit opter pour une gestion pilotée avec le profil de risque le plus élevé, soit encore mieux, le gérer vous-même en y achetant des ETF. Erreur numéro 2. Privilégier les banques physiques. On parlait d'assurance vie justement. S'il existe quelques frais cachés qui rendent les comparaisons assez difficiles entre les meilleurs courtiers du marché, il y a toutefois une astuce très simple pour fuir les pires. Ce sont les banques physiques traditionnelles. Et ça ne s'applique pas qu'à l'assurance vie, mais à l'ensemble des services qu'elles proposent. Tout simplement car avoir des locaux avec pignon sur rue et du personnel compétent pour accueillir les clients coûte de l'argent. Et cet argent doit bien venir de quelque part. Vous payez peut-être 3, 5 ou 10 € tous les mois, ne serait-ce que pour avoir accès à un compte en banque et une carte bleue, mais ces frais n'existeraient tout simplement pas dans une banque en ligne. Le service client y sera tout aussi bon, et le seul désavantage sera de ne pas pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller physique. Mais est-ce vraiment une si mauvaise chose?
Si un conseiller bancaire ne cherche pas non plus à vous arnaquer, il a quand même pour but de vendre les produits de la maison. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il ne sera pas compétitif du tout par rapport à des courtiers ou des banques en ligne sur quoi que ce soit. Car comme je vous le disais plus tôt, investir convenablement ne nécessite que de cliquer quelque part plutôt qu'ailleurs. Et quelques heures à traîner sur des articles en ligne ou sur ma chaîne suffiront à vous en convaincre. Si toute votre épargne est dans une banque traditionnelle, vous pourrez facilement créer un compte sur la banque en ligne de votre choix, et ils se chargeront eux-mêmes, à votre demande, de transmettre tous vos prélèvements et vos sources de revenus sur le nouveau compte. Ce faisant, vous économiserez des frais mensuels inutiles, vous obtiendrez sans doute une petite prime de bienvenue, et vous aurez notamment accès à un PEA et une assurance vie largement plus avantageux. Mon exemple du début vous aura permis de comprendre la puissance des intérêts composés. Et ces mêmes intérêts composés sont justement freinés par les frais gourmands et évitables que vous prélèvent les banques traditionnelles. Erreur numéro 3, laisser son argent dormir sur de mauvais placements. Imaginons que vous ayez suivi mon conseil de l'exemple précédent et que vous ouvrez une assurance vie chez l'INXEA par exemple. Donc vous avez accès à des frais compétitifs, à des ETF, à des SCPI et à d'autres chouettes petits placements. Seulement voilà, vous ne vous y connaissez pas trop et vous choisissez donc une gestion pilotée par votre prestataire. Votre conseiller prend contact avec vous en vous demandant quel niveau de risque vous souhaitez prendre sur une échelle de 1 à 7. Et comme beaucoup, vous avez répondu 1. Vous allez donc payer des frais de gestion sur un placement qui ne présente aucun risque, car constitué à 100% ou presque de fonds euros qui ne vous rapportent eux-mêmes quasiment rien, ou en tout cas pas de quoi battre l'inflation. On peut prendre cet exemple, mais le livret A, le LDDS, le plan épargne logement auront à peu près le même taux d'intérêt. Imaginez maintenant que vous alliez sur le bon coin et que vous achetez, allez disons un banc de musculation avec quelques poids et que vous le payez au juste prix. Eh bien, de laisser traîner ce banc de muscu dans un garage pendant 20 ans est un investissement plus rentable et aussi fiable que tous ceux dont je viens de vous parler. Car étant un bien de consommation non périssable, il suivra au moins l'inflation, ce que ne font pas tous ces placements. Bon, n'allez pas faire ça non plus, hein. C'était juste pour vous faire comprendre la faiblesse de ces placements. Le principe dont je viens de vous parler existe réellement dans le monde de l'investissement, mais ça se fera plutôt avec de l'or, typiquement. Mais alors que faire si vous êtes actuellement investi dans ces placements peu rémunérateurs? Gardez 3 à 6 mois de dépenses courantes en tant qu'épargne de précaution sur votre livret A ou sur un LEP si vous y avez accès, et investissez l'argent dont vous n'avez pas besoin dans un futur proche dans des placements plus rémunérateurs, comme par exemple un ETF Monde sur un PEA. Si vous n'êtes pas sûr de savoir où commencer, je vous invite à regarder ma vidéo sur l'ordre optimal pour investir passivement. Le lien apparaît en haut et sera aussi en description. Erreur numéro 4, fuir la bourse. On parle souvent de risque, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'un placement dit risqué peut tout simplement se volatiliser ou presque d'un jour à l'autre? Oui et non. Le risque est une notion qui englobe beaucoup trop de choses dans le monde de la finance, et ça porte beaucoup de personnes à confusion. Prenons 3 exemples de placements risqués. La crypto-monnaie peut effectivement se volatiliser ou presque du jour au lendemain, surtout pour les moins établies d'entre elles. Mais c'est justement parce qu'elles peuvent se volatiliser qu'elles peuvent aussi faire un énorme bond vers le haut en très peu de temps. C'est donc très comparable à la roulette au casino finalement. Une action peut fortement fluctuer, mais ne disparaîtra pas comme ça. Cela dépend toutefois de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Une petite entreprise ou une start-up offrira un potentiel de croissance plus élevé, mais un risque de faillite plus élevé également. Mais si vous investissez chez Coca-Cola par exemple, la volatilité et donc le risque seront bien plus bas, car les chances qu'une entreprise aussi établie explose vers le haut ou vers le bas sont quasi nulles. Enfin, si vous investissez dans un panier d'actions partout dans le monde, donc un ETF, le risque est encore plus bas que chez Coca-Cola, car les chances que les 1500 plus grosses entreprises mondiales disparaissent d'un coup sont pour le coup vraiment minimes. Et si ça devait se produire, je pense que vos investissements seraient le cadet de vos soucis. Pourtant, tous ces supports d'investissement sont considérés comme risqués sur le papier et font peur. Mais c'est bien dommage, car investir dans des grosses entreprises partout dans le monde est un investissement finalement très fiable, qui a rapporté historiquement et en moyenne 10% par an. J'ai sorti un guide pour investir en bourse, donc je ne vais pas m'éterniser sur la question. Le lien sera aussi en description. Erreur numéro 5, investir dans l'immobilier. L'immobilier est un placement plutôt fiable et qui rapporte. Acheter un appartement et le louer à quelqu'un vous procurera une rente à vie. Alors oui, sur le principe c'est vrai, et les Français le savent bien.
mais il existe un certain nombre de nuances à connaître avant de vous lancer. Déjà, pour mentionner l'éléphant au milieu de la pièce, investir dans l'immobilier est le placement le plus actif de tous. Car choisir, acheter, rénover, faire visiter et sélectionner le locataire ne sont pas des choses qui se font dans un claquement de doigts et sans avoir fait de très sérieuses recherches sur tous ces domaines. Et même après ça, votre locataire pourrait bien décider de partir plus tôt que prévu pour une raison X ou Y, ou alors il dégradera votre bien ou ne payera pas de loyer. Peut-être même que vous aurez du mal à trouver un locataire, laissant votre logement vide, à vous consommer de l'argent dû aux frais de copropriété ou à la taxe foncière. Toutes ces choses ne sont finalement rien d'autre que des risques qui doivent être pris en compte. Posséder un bien physique n'est pas synonyme de fiabilité extrême. J'ai personnellement croisé plusieurs personnes généralement assez âgées qui ont dans le passé fait un tel investissement pour finalement le revendre, dû au travail que ça leur demandait, ou à des expériences négatives avec leurs locataires. Et je crois que ces personnes-là auraient eu bien meilleur temps à investir dans un portefeuille diversifié et passif, comme par exemple des ETF en bourse, des SCPI en immobilier, puis de l'or, le fonds euro à travers une assurance vie, et enfin des livrets pour venir consolider le tout. Un tel portefeuille est parfaitement sécurisé, ne sera pas moins rentable que de l'immobilier traditionnel et ne demandera absolument aucun arbitrage. Vous n'aurez rien d'autre à faire que de cliquer pendant 4 ou 5 minutes par mois, que ce soit pour investir étant jeune ou retirer étant plus vieux. Par contre, si vous êtes quelqu'un de plutôt bricoleur, que vous travaillez dans un secteur du bâtiment ou que vous avez des amis qui y travaillent, ou même encore mieux les trois en même temps, eh bien l'immobilier direct sera effectivement très intéressant pour développer votre patrimoine. Ça sera même d'ailleurs possiblement le placement le plus rentable de tous. En conclusion, investir dans l'immobilier direct n'est même pas nécessairement une erreur, mais il est important de connaître les côtés positifs et négatifs d'un tel placement avant de s'y lancer. Et les côtés négatifs ont quand même tendance à être un peu trop oubliés en France, à mon humble avis en tout cas. Et vous, combien de personnes connaissez-vous ayant fait au moins une de ces erreurs? Dites-le moi en commentaire. Allez, je ferme la boutique. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!